Merci d'avoir patienté un petit peu. On réglait un petit problème de son. Ça fait partie des aléas du direct. On est très heureux ce matin du coup d'avoir avec nous Adrienne Charmet qui travaille donc pour le dispositif cybermalveillance.gouv.fr. Adrienne qui est chargée des relations institutionnelles, si je ne dis pas de bêtises. Je ne me suis pas trompé. Donc voilà, donc nous on est très contents de vous avoir avec nous, Adrienne, ce matin. Donc là, en gros, vous allez nous présenter le dispositif, j'imagine, un rapide historique, et puis du coup, quel est son objectif et comment il fonctionne, j'imagine. Voilà, parfait. Bon, bah, il n'y a plus qu'à, je vous laisse la parole. Bon courage. Bonjour à tous, je vais donc passer cette petite heure avec vous à vous présenter un dispositif que vous connaissez peut-être ou pas encore. On va prendre une demi-heure de présentation et puis une demi-heure de questions. Et j'espère qu'il y aura pas mal de questions, sinon il faudra que je continue à parler, donc ça va être pénible. Je voudrais juste commencer pour avoir une petite idée. Qui est-ce qui connaît parmi vous ce dispositif avant d'être allé regarder sur Internet après avoir vu le programme de la conférence? Qui est-ce qui connaissait avant, en fait? Ah oui, quand même, il y a quelques... Bon, allez, un petit 10-15%, quoi. Donc c'est un dispositif que je vais vous présenter et qui, j'espère, va vous intéresser. Et vous faire comprendre un petit peu quelles sont les nouvelles actions et les nouveaux types de politiques menées par l'administration pour travailler sur les questions de cybermalveillance. Donc cybermalveillance.gouv.fr, qui est un nom un petit peu long, est un dispositif qui est basé sur un constat assez pragmatique, assez réaliste, d'une augmentation très forte des actes de cybermalveillance. Donc on entend par cybermalveillance cybercriminalité, arnaque, toutes les problématiques liées aux questions numériques et aux outils numériques. Une augmentation très forte de ces actes de cybermalveillance dans des publics ou auprès de publics qui, jusqu'à présent, n'étaient pas beaucoup traités, adressés, aidés par l'État et notamment par l'ANSSI, c'est-à-dire les particuliers, les TPE-PME, les collectivités territoriales, les administrations locales. Renaud vous en parlera cet après-midi, mais l'ANSSI a comme focus les administrations, les ministères, les opérateurs d'importance vitale, et n'a pas dans ses missions le fait d'assister et d'aider l'ensemble des citoyens dans leurs problématiques numériques. Donc, face à ce constat d'une augmentation très forte des problèmes de cybermalveillance en France, on a au mois de juin 2015 une stratégie numérique du gouvernement qui est déclinée quelques mois après en une stratégie sur la sécurité du numérique et qui demande, notamment à l'ANSSI, de trouver une solution à ce problème. Donc à partir de 2015 et pendant quelques mois, l'ANSSI, avec le ministère de l'Intérieur, a fait pas mal de réflexions, de consultations, a consulté de manière extrêmement large plein d'acteurs différents du numérique en disant mais si on voulait aider ces populations-là, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme dispositif? Je redis, donc les publics concernés, particuliers, entreprises, collectivités, en gros, ça touche l'intégralité de la population française. Comment on fait pour adresser 60 millions de personnes sur les questions de sécurité numérique aujourd'hui? Le choix qui a été fait a été de construire une plateforme d'assistance et de sensibilisation où on ne va pas nous-mêmes aller aider chaque personne individuellement, mais trouver les relais de diffusion, de dissémination. Comment est-ce qu'on peut démultiplier l'action publique à destination du très très grand public? Cette plateforme, elle a été incubée au sein de l'ANSSI à partir de 2016, en copilotage avec le ministère de l'Intérieur et avec le soutien du ministère de la Justice et du ministère de l'Économie et des Finances. Et puis, il y a eu une expérimentation qui a été faite sur une région, les Hauts-de-France, à partir de mars 2017. Une expérimentation de ce que je vais vous présenter après. Ça a plutôt bien marché, et donc toujours dans cette idée d'être très pragmatique et d'avancer en faisant du retour d'expérience en permanence sur ce qui marche et ce qui ne marche pas. À partir d'octobre 2017, la plateforme a été élargie au niveau national. Donc on a aujourd'hui à peine plus d'un an d'existence, et du coup, voilà, cette petite présentation est à la fois l'occasion de vous faire connaître cette plateforme si vous ne la connaissez pas encore, et puis de vous raconter un peu ce qu'on a fait depuis un an.
Donc lancement national il y a 1 an, sous une forme juridique un peu particulière, qui est le groupement d'intérêt public, qui, comme son nom ne l'indique pas, rassemble du public et du privé. C'est une forme juridique un peu bizarre, mais qui fait qu'on est à la fois une administration publique et à la fois une administration publique qui accueille des acteurs privés. Je vous explique un peu. Voilà comment on fonctionne. On a une structure, une gouvernance qui reflète exactement nos missions et notre mode de fonctionnement. Je vous explique. On est d'abord une structure publique, avec des partenaires, avec des membres étatiques qui ont la majorité de la gouvernance au sein du conseil d'administration de ce GIP, dans lequel on a les services du Premier ministre qui sont représentés par l'ANSSI. C'est d'ailleurs Guillaume Poupard, le directeur général de l'ANSSI, qui préside le conseil d'administration de cybermalveillance. Le ministère de la Justice, le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de l'Intérieur, le secrétaire d'État chargé du numérique. Et puis peut-être demain d'autres ministères qui voudraient rentrer dans ce projet. Et qui pourraient être, je sais pas, l'éducation, l'agriculture, la cohésion des territoires, que sais-je. On est ouvert en fait à tous les partenaires publics. On a un deuxième collège qui représente les victimes potentielles, qui représente nos publics. Et donc dans ce collège d'utilisateurs, on va retrouver tous les acteurs et tous les utilisateurs des outils numériques, plus ou moins intéressés par les questions de sécurité. Donc la FCDP, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est l'Association française des correspondants de données personnelles, qui sont aujourd'hui, avec le RGPD, très concernés par les questions de sécurité, très en pointe sur la sensibilisation. e-Enfance, une association d'aide notamment sur tout ce qui concerne le cyberharcèlement des enfants. CCI France, enfin je ne vais pas tous les dérouler, mais CCI France ou la CPME, ce sont des associations plutôt de professionnels. CLCV, INC, UFC Que Choisir sont des associations de consommateurs. France Victimes, une grosse fédération d'associations d'aide et d'assistance aux victimes de manière générale. Et donc voilà, on va retrouver dans ce collège d'utilisateurs les publics qu'on veut cibler. On a aussi la FEVAD pour les entreprises de e-commerce, etc. On a un collège de prestataires de services et de remédiation et d'assistance informatique dans lequel on va retrouver le Syntec que vous connaissez sans doute assez bien comme syndicat, mais aussi des fédérations ou des associations de professionnels, plus du côté des revendeurs, prestataires, mainteneurs, installeurs de matériel informatique, et vous allez comprendre pourquoi après. On a donc Synovit et la Fédération Eben, qui sont les deux grosses fédérations professionnelles, le CNLL, qui est le Conseil national du logiciel libre, qui regroupe les entreprises qui travaillent sur le logiciel libre, et le Syntec. Et puis dernier type de membres, les offreurs de solutions et de services qui représentent les personnes qui vont apporter des solutions techniques ou organisationnelles aux problématiques de cybermalveillance, dans lesquelles on va retrouver à la fois des éditeurs de logiciels de sécurité, on va voir Kaspersky, qu'est-ce qu'on a, Storm Shield, Atempo, etc., Bitdefender, des gros groupes des opérateurs, on va dire, Bouygues, Orange, SFR. Et puis, de plus en plus, on s'ouvre à d'autres types d'acteurs qui vont trouver un intérêt particulier à travailler avec nous. Typiquement, la Poste, qui aujourd'hui a un rôle assez central à la fois pour toucher la population partout sur le territoire, mais qui est aussi en train de se positionner sur les questions de coffre-fort numérique, etc., et qui donc est intéressée par nos actions, ou la Fédération française des assurances, qui s'intéresse beaucoup à ce qu'on peut faire comme travail pour pouvoir construire demain ou après-demain des offres d'assurance. Voilà un petit peu comment on s'organise. Vous allez comprendre comment tous ces 4 collèges s'articulent ensuite. Le GIP, donc présidé par Guillaume Poupard, est dirigé au quotidien par Jérôme Notin, qui en a été le préfigurateur, qui a monté l'intégralité du dispositif depuis 2016. Quelles sont les 3 missions de ce dispositif? Elles sont assez simples. La première mission, c'est une mission d'assistance aux victimes d'actes de cybermalveillance. Donc comme je vous ai dit, on ne va pas aller aider chaque personne, dépanner chaque personne, réparer le matériel de chaque personne. Mais on va travailler sur l'accueil, le conseil, la mise en relation, s'il y a besoin, des victimes. On a aujourd'hui, en 1 an d'existence, à peu près 30 000 parcours de victimes chez nous. Si vous arrivez sur cybermalveillance.gouv.fr, vous allez voir un site internet qui va être complètement refondu dans quelques mois, mais qui aujourd'hui se présente de la manière suivante.
vous allez décrire votre problème, ou les personnes que vous allez vous ensuite aider vont décrire leur problème. Je suis un particulier, je suis une entreprise, je suis une administration, j'ai un problème sur mon téléphone portable, mon ordinateur a toutes ces données qui ont été verrouillées, mon site internet ne répond plus. Vous allez continuer à décrire un peu le problème. Ok, qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai cliqué sur un lien dans un mail et après mon ordinateur était tout bloqué. Bon, on voit à peu près ce que ça peut donner. Ou j'ai cliqué sur un lien dans un mail ou sur une offre et j'ai rentré des données personnelles, mon numéro de carte bleue ou ce genre de choses-là. Et donc nous, avec un arbre de diagnostic, on va pouvoir orienter la victime, lui faire comprendre un petit peu ce qui lui est arrivé. Et à partir de là, soit on est dans quelque chose qui ne nous concerne pas vraiment, typiquement du contenu illicite, de la pédopornographie, de l'apologie du terrorisme, on va renvoyer vers la plateforme Pharos, Internet Signalement, ou du spam, on va renvoyer vers les dispositifs existants, Signal Spam, etc. En revanche, si on est sur un problème qui est réglable par la personne elle-même, on va lui proposer une fiche de conseils. Ça peut être des conseils tout simples pour éviter le suraccident. Je me suis fait piquer mon mot de passe, qu'est-ce que je dois faire? Changer mon mot de passe partout, faire attention à mon mot de passe de messagerie qui est le plus important parce que c'est là que je récupère tous les autres mots de passe, des conseils comme ça. On va l'inciter à porter plainte s'il y a besoin, on va l'aider, on va l'aider à trouver l'infraction pénale qui correspond à son problème. Et puis si on est sur une question un peu plus lourde, où il y a besoin d'une aide technique, où la personne ne va pas être en mesure elle-même de remédier à son problème, on va lui proposer des prestataires de proximité. C'est là que, si je reviens, c'est intéressant d'avoir notre collège de prestataires avec les grandes fédérations professionnelles, c'est qu'on a référencé sur l'ensemble du territoire français, aujourd'hui à peu près 1500 prestataires de proximité qui vont de l'entreprise unipersonnelle, l'auto-entrepreneur qui fait de l'assistance informatique, jusqu'à des groupes beaucoup plus importants et qui vont, eux, dire ok, moi, je suis prêt à aider des particuliers sur telle et telle thématique, ou non, moi, je veux m'occuper que de professionnels, je suis capable de gérer du DDoS, mais je ne sais pas gérer du rançongiciel, par exemple. Et les prestataires se font référencer chez nous, s'engagent sur un certain nombre de points, de pratiques commerciales, de protection de la confidentialité des données de leurs clients, ce genre de choses-là. Et puis, nous, on va pouvoir faire matcher le diagnostic de la victime, ce que proposent les prestataires dans l'aire géographique donnée, et leur proposer à la victime des prestataires. Donc c'est comme ça qu'on arrive à se sortir de cette équation un peu difficile de dire comment on fait pour aider 60 millions de personnes quand on est une toute petite équipe. On ne peut pas le faire. Donc on va passer par des relais, et ces relais, ce sont les professionnels. Je vous parlerai après de tout ce qui tourne autour de l'animation de cette communauté de professionnels, mais aujourd'hui, voilà comment fonctionne le système. La deuxième mission, c'est la prévention et la sensibilisation à la sécurité du numérique. Ça, c'est fondamental. Vous le savez, si vous vous intéressez au sujet, 80% des problèmes peuvent être évités avec des règles relativement simples. L'attaque super méga sophistiquée qui vise ma grand-mère, ça n'existe pas beaucoup. En fait, souvent, ma grand-mère aurait probablement pas été victime si elle avait mieux compris et mieux connu les fondamentaux de la sécurité. Comment est-ce qu'on fait ce travail de prévention, de sensibilisation? On va le faire avec les contenus qui sont sur le site. Quand on apporte du conseil, ces conseils sont à la fois pour remédier aux problèmes immédiats et puis pour éviter que ça revienne. On sait que les gens, on a testé avec des panels de victimes que les gens qui sont victimes vont être de très bons ambassadeurs s'ils ont bien compris ce qui leur était arrivé et s'ils ont bien compris où est-ce qu'ils avaient fait des erreurs. Si on leur donne la bonne pratique, ils vont être des très bons ambassadeurs derrière pour dire à leurs amis tu devrais pas faire ça, il faut que tu changes ça, regarde, je vais te montrer, etc. Donc le moment où la victime arrive en tant que victime est un super bon moment pour la sensibiliser. Et puis on a du contenu téléchargeable à tout moment, évidemment, je vais vous montrer après, pour que chacun autour de soi puisse former les personnes qui sont moins compétentes. Tous ces contenus-là sont publiés sous licence libre, sous licence Etalab 2.0, ce qui fait que tout est téléchargeable, tout est modifiable, tout est redistribuable, et non seulement les contenus finis, mais on vous fournit aussi les sources
graphiques s'il y a besoin pour les intégrer dans vos propres outils de sensibilisation, l'objectif étant de démultiplier au maximum la sensibilisation. Deuxième manière de sensibiliser, c'est de travailler au quotidien sur les réseaux sociaux, à faire des petites campagnes de sensibilisation, des petites alertes, tenir au goût du jour les gens, les habituer à recevoir des conseils de sécurité numérique, les habituer à être au courant de ce qui se passe. Par exemple, il y a quelques semaines, il y a eu une grande vague de mails disant j'ai piraté votre webcam, je vous ai filmé en train de regarder des trucs porno, je suis sûre que vous en avez eu, moi j'en ai eu plein. C'est dommage, j'ai pas de webcam sur mon ordinateur. Bon, pour le porno, je ne dis rien. Mais en tout cas, j'ai pas de webcam. Mais en vrai, c'est arrivé à beaucoup de personnes. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les gens paniquent, évidemment. On se dit, alors, pourquoi ils paniquent? Je ne sais pas. Mais ils paniquent. Et du coup, on a pris des vrais mails, on a masqué les adresses et on les diffuse, ces mails. C'est tellement plus facile quand on voit arriver dans son fil Facebook ou Twitter ou LinkedIn de dire « Ah, mais en fait, c'est le mail que j'ai reçu ». Donc, je ne savais pas trop si c'était du lard ou du cochon. Bah, très clairement, oui, c'est vraiment une arnaque, c'est vraiment une tentative d'extorsion de fonds, parce qu'après, il faut payer, etc. Apporter de l'information là où sont les gens, c'est important. Donc, on essaye de le faire avec des mots simples, avec des contenus simples. Dernière manière de sensibiliser, et puis on en inventera d'autres ensuite, des campagnes de sensibilisation. Alors le modèle qui a été donné à cybermalveillance à sa création, c'est la sécurité routière. Alors on n'a pas encore les moyens de la sécurité routière, mais on peut toujours espérer. L'idée, c'est d'être connu de l'intégralité des Français et d'être la référence sur les questions de sécurité. La sécurité routière, on s'en rend plus trop compte aujourd'hui, mais il y a des réflexes qui sont rentrés à force de matraquage. Pour les plus vieux d'entre nous, quand on était petit, on ne mettait pas notre ceinture dans la voiture. Personne ne mettait sa ceinture dans la voiture. Et puis, 30 ans après, on met tous notre ceinture dans la voiture et on ne se sentirait pas bien de ne pas le faire. L'idée, c'est vraiment d'arriver à ce niveau de compréhension par le très grand public des enjeux. Et on a commencé avec nos petits moyens. Fin octobre, par exemple, on a fait avec l'INC, 60 millions de consommateurs, une campagne à la télé sur les consommags, ces petites pastilles de 3 minutes qui passent avant et après les journaux télévisés. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont vu. On a fait des petits clips avec eux où on a un petit micro-trottoir avec des gens qui disent « Ah ben voilà, moi je ne sais pas comment sécuriser mon téléphone mobile ». Et nous, on répond en 30 secondes, 40 secondes avec les petits conseils de base. Vous pouvez retrouver toutes ces vidéos sur nos différents comptes aussi. Mais c'est comme ça, petit à petit, qu'on va réussir à installer à la fois le nom, c'est important que les gens disent « Ah, j'ai un problème, où est-ce que je vais ?» Je vais sur cybermalveillance. Et puis de faire rentrer les conseils de base. Dernière mission, qui est moins visible aujourd'hui, mais qui va monter en importance au fur et à mesure, c'est l'Observatoire de la menace numérique. Aujourd'hui, on a pas mal de gens qui font de la veille ou qui font de l'observation du risque numérique. On a l'ANSSI qui le fait pour les menaces spécifiques à ces publics, qui ne sont pas tout à fait toujours les mêmes menaces que pour le très grand public. Typiquement, les mails de sextorsion ne sont pas forcément les trucs qui intéressent beaucoup l'ANSSI. Et nous, les menaces étatiques ne sont pas celles qui nous intéressent. Et puis sinon, qui est-ce qui fait de l'observation du risque? Les éditeurs de logiciels de sécurité qui font du travail très intéressant, mais dont on n'a jamais vraiment conscience ou connaissance ni de l'exhaustivité, ni de la neutralité. C'est compliqué. Et puis on va avoir un truc sur les antivirus, un autre sur les pare-feux. On ne sait jamais trop ce que ça représente en vrai. Et nous, on va faire notre observation par les victimes. Aujourd'hui, avec 30 000 parcours de victimes, on commence à avoir une petite idée de ce qui touche les gens au quotidien. Et plus on va devenir représentatif, plus on va être la référence pour le public, plus on va avoir une compréhension de ce qui se passe aujourd'hui sur le plan de la menace numérique pour le grand public, les TPE, PME, les collectivités. Donc, on a cette observation par les parcours de victimes. On a aussi des remontées d'informations par les prestataires référencés qui s'engagent, quand ils se font référencer chez nous, à nous remonter de l'information, soit de l'information sur les types d'attaques, soit de l'information technique, remonter du code malveillant, remonter ce genre de choses.
Nous, on va analyser ça, on partage un certain nombre de statistiques et d'informations publiquement. On commence à le faire, mais alors c'est encore très basique parce qu'on sait très bien qu'on n'est pas encore suffisamment connu pour être vraiment représentatif de la menace. Cela dit, jusqu'à présent, les chiffres qu'on avait pour le grand public, c'était les nombres de plaintes déposées, et on est à 5000 plaintes déposées par an, et nous, on est déjà, en n'étant pas connus, à 30 000 parcours. Donc on sait qu'on va avoir une représentativité assez intéressante. Cet observatoire, il va continuer à monter. Pour l'instant, on engrange de la donnée. Et puis, on réfléchit à la méthodologie pour la traiter, pour l'utiliser. Ça a comme objectif, pas simplement d'être les gens qui savent. C'est ça, on s'en moque. Mais pourquoi on a besoin de faire ça? Parce que c'est en ayant une observation fine de la menace qu'on va pouvoir... On est un dispositif gouvernemental, à aller faire évoluer les politiques publiques. Si demain on se rend compte que le principal type d'attaque c'est telle ou telle chose, on va pouvoir aller, et on le fait déjà, dans les commissariats, les brigades de gendarmerie, dire attention, quand vous avez une victime qui arrive avec ce questionnement-là, c'est pas, il faut le prendre au sérieux. Je vais vous donner un exemple de ça. On a aujourd'hui mis une attention particulière sur un type d'attaque qui était passé sous les radars des services d'enquête, de l'ANSSI, etc. On a des victimes qui vont voir des prestataires en disant j'ai dû payer, mon ordinateur a été intégralement bloqué, etc. Alors ils rentraient ça dans un parcours rançon JCL dans le site, mais ça ne correspondait pas vraiment à ça. Et puis en discutant un peu avec les prestataires de remédiation, en discutant avec quelques victimes qu'on a appelées aussi, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ça. C'était un truc que peut-être vous n'avez pas parce que vous avez installé des bloqueurs de pop-up, vous avez installé plein de bloqueurs dans tous les sens, mais ce qu'on appelle, nous, l'arnaque au faux support technique. La grosse pop-up Windows bleu pétard qui vous dit votre ordinateur est vérolé, appelez la plateforme d'assistance, machin. Vous rigolez et vous fermez le truc. Eh bien, en fait, les gens ne le font pas. Les gens ont peur. Parfois, la pop-up, elle balance du son, une sirène, des choses hyper agressives. Et même des gens qui sont pas débiles, hein, ils ont peur. Ils ne voient pas qu'en éteignant leur ordinateur, ça va régler le problème. Il n'y a pas de petite croix pour fermer la pop-up. Il n'y a rien du tout. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent la plateforme. Parce qu'ils ont l'impression que leur ordinateur a été pris en otage. Et quand ils appellent, on leur dit ah bah oui, votre ordinateur, c'est support Microsoft, et ils entendent derrière, c'est comme un plateau d'appel, il y a d'autres gens qui parlent, si vous raccrochez, que vous rappelez, vous avez une autre personne qui décroche, enfin c'est un truc industriel, quoi. Et quand ils ont quelqu'un en ligne, la personne leur dit oui, évidemment, vous avez eu un virus, du coup, vous allez installer l'antivirus que je vais vous fournir. Vous me payez sur telle plateforme. Alors soit ils ont carrément un site de paiement, soit c'est sur PayPal. C'est pas des sommes délirantes, c'est 200 €, 300 €. Bon, pour récupérer son ordinateur, on le fait, quoi. Ouais, c'est cher, mais c'est pas 3000 non plus, quoi. Et puis ils vont s'abonner à l'antivirus, 80 € par mois. Je vous donne vraiment les chiffres qu'on remonte. Hein. Et donc non seulement les gens payent, mais en plus ils reçoivent un petit paquet à installer. Et donc, une fois qu'ils ont installé le truc, effectivement, ça débloque l'ordinateur. Mais en plus, en fait, ils ont installé un petit logiciel espion qui va récupérer toutes les données. Et notamment tout ce qui est scan de carte d'identité, scan de permis de conduire, tous les documents administratifs. Ce qui fait qu'en plus, parfois, le deuxième effet qui se coule, c'est qu'un mois après, ils se rendent compte qu'on leur a volé leur identité. Et en plus, ils sont abonnés à un truc à 80 € par mois. Et en plus, ils ont lâché 200 ou 300 € sur la plateforme. Alors, ça, quand les gens vont porter plainte, bon, allez expliquer ça concrètement au commissariat du coin. Les gens vous disent oui, super. Vous avez perdu combien? 200, 300, 400 €. Aujourd'hui, si vous allez porter plainte pour 400 € de perte, on vous dit écoutez, on a des trucs un peu plus importants quand même. Évidemment, le monde des gens qui travaillent dans la Sécu n'a jamais été confronté à ça parce qu'on a tous paramétré nos navigateurs, machin. Moi, je l'ai reçu une fois, un jour, et je n'utilise pas Microsoft chez moi. Donc ça m'a bien fait rigoler, j'ai fermé le truc, et voilà. Et donc, c'était un peu passé sous les radars, et ça, on l'a senti parce que les prestataires l'ont fait remonter. Une fois qu'on l'a sorti, on a créé un parcours de victimes spécifiques. Maintenant, on est capable de les comptabiliser. C'est le troisième type d'attaque le plus fréquent chez les particuliers.
et de ce qu'on en voit et de ce qu'on en sent, ça représente des centaines de millions d'euros par an de gains pour ces sociétés. Et le fait d'avoir pu le faire remonter, derrière, on est allé retourner voir les services d'enquête en disant écoutez, quand même là, vous avez du travail à faire là-dessus. Ils ont décidé de rassembler les différentes enquêtes, de les confier à un service d'enquête en particulier, une instruction du ministère de la Justice qui est sortie au mois de juin ou juillet en disant tout ce qui concerne ce type d'arnaque-là, ça va à tel endroit parce qu'on sait que c'est les mêmes groupes, il y a peut-être 1, 2, 3 groupes criminels qui font ça. Voilà le résultat concret de l'observation du risque, c'est de pouvoir relancer des enquêtes et j'espère bientôt arrêter les gens qui font ça et leur faire rendre l'argent. Je détaille un petit peu sur l'assistance. C'est un petit peu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Je vous montre un petit peu ce qu'on fait sur l'assistance à la prise de plainte, par exemple. Et je vous dis tout ça parce qu'après, je vais vous demander d'être des sensibilisateurs, donc il faut que vous écoutiez bien. Quand vous avez une fiche comme ça, là on a fait par exemple une fiche sur le hameçonnage, le phishing. La manière dont on fonctionne, elle est toujours un peu la même. Et elle essaye de faire monter en compétence les gens. C'est pas juste leur apporter une réponse à l'instant T, c'est les faire monter en compétence pour que la prochaine fois, ils ne se fassent pas avoir une deuxième fois. On explique ce que c'est que le hameçonnage, on explique ce que cherchent les attaquants. Parce que ça, c'est aussi un truc compliqué. Est-ce que je suis visé par des espions russes? Est-ce que ce sont des criminels qui viennent me chercher moi? Ou est-ce que je suis la victime innocente d'une vague de tentatives d'arnaque où on se dit que sur 2 millions de mails envoyés, il y a bien 10 oiseaux qui vont payer? C'est important de comprendre ce qui se passe et pourquoi on est attaqué. On va donner les conseils si on est victime, qu'est-ce qu'il faut faire? Les conseils pour ne pas redevenir une victime, les mesures préventives, ne communiquez pas d'informations par messagerie téléphone, attention avant de cliquer sur un lien, on regarde quelle est l'URL véritable sur laquelle on est en train de cliquer, quand le caf.fr devient xyzu. Je sais pas quoi. Donc ça c'est intéressant, et donc ça on le fait, nous, avec, quand il y a besoin, l'aide de l'ANSSI sur la partie technique, et puis derrière on travaille plutôt avec le ministère de l'Intérieur, à relier le problème technique avec l'infraction pénale. Comme ça, la victime ou le prestataire, quand il aide la victime, on va pouvoir dire en arrivant, je me permets de vous montrer ça. Ça marche très très bien. Dans les commissariats, les brigades de gendarmerie sont ravis. Ils sont en train de déployer dans leur intranet les mêmes fiches. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ce travail en GIP. C'est-à-dire que quand on a les mêmes fiches dans l'intranet des gendarmes et chez la victime et chez le prestataire de remédiation, on arrive à avoir une meilleure prise de plainte. Qu'est-ce qu'on fait aussi sur les prestataires? On va les former un peu plus. Aujourd'hui, par exemple, si on veut porter plainte, il faut avoir des preuves. Si vous allez vers votre réparateur et qu'il a intégralement réinstallé le PC, il n'y a plus de preuves. Donc, dans notre travail, nous, d'animation de la communauté des prestataires, on va avoir ce travail de formation. C'est quoi la conservation de la preuve? Comment on fait une copie de disque sécurisée? Comment on fait remonter de l'information? Comment on la conserve pour pouvoir la fournir au service d'enquête? Voilà un peu le travail qu'on fait. Je vais terminer sur le kit de sensibilisation, qui est ce petit outil. Alors là, il est relié, mais il est téléchargeable en intégralité ou par thématique sur notre site internet. On a commencé, on va continuer à créer des contenus de sensibilisation. C'est vraiment des outils sur différents supports. Je vais vous montrer juste à la fin de mon intervention une petite vidéo. On essaye pour chaque sujet de traiter le sujet avec différents niveaux de complexité. Une petite vidéo de 30-40 secondes, hyper simple. Vous allez voir, ça va vous sembler très simple sur les mots de passe. En fait, on teste sur le grand public, c'est le bon niveau. Voilà, le fait de dire, ne faut pas mettre le même mot de passe partout, peut-être c'est la base, mais en fait, cette base, il faut la répéter. Des petits mémos. Alors les mémos, c'est plus cette forme-là qui vont prendre les informations synthétiques là, sur quelques points. Et puis les fiches un peu plus fournies, comme je vous ai montré. Comme je vous ai dit tout à l'heure, tout est diffusé sous licence libre. C'est conçu avec des utilisateurs, avec des éditeurs de logiciels, avec des prestataires, avec l'État. On prend à chaque fois l'intégralité en représentativité de nos membres pour être sûr de ne pas dire de bêtises techniques,
de ne pas dire de bêtises juridiques et de coller au niveau de notre public. Un des points importants, et s'il y a des gens qui travaillent dans des entreprises en lien avec le grand public ou qui travaillent dans des collectivités territoriales, un des points importants, une des manières de penser qu'on essaie d'avoir en tête tout le temps, c'est de dispenser des bonnes pratiques, mais pas de manière hors sol. L'idée et l'objectif de ce dispositif, c'est vraiment de faire monter le niveau général de la population. Guillaume Poupard, donc le président du GIP, DG de l'Annecy, a dit un truc assez intéressant le jour où on a sorti ce kit de sensibilisation au mois de juin. Il dit toujours des trucs très intéressants, mais là, c'était particulièrement intéressant. Je suis surveillée par mon collègue de l'Annecy. Donc, il a dit, si demain, on a 10% des PME françaises qui sont bloquées, qui sont paralysées par un rançongiciel, est-ce que c'est plus ou moins grave qu'une attaque sur un opérateur d'importance vitale ou sur un ministère ? La question se pose vraiment. On a beaucoup focalisé sur les points névralgiques et il faut continuer à le faire. Mais aujourd'hui, comme toutes les entreprises sont en train de passer en mode numérique, comme les administrations sont en train de dématérialiser les procédures, les services à toute vitesse, comme les gens, les citoyens normaux, tout le monde est en train de basculer une partie de sa vie sur Internet, si on n'a pas de confiance dans ce qu'on utilise, et si on n'a pas de confiance parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, et parce qu'on n'a pas la connaissance des règles de base, on est en train de couper une partie de la population de tout ce qui va se passer. Aujourd'hui, on estime que 20% de la population française est larguée sur les questions numériques, alors que demain... des déclarations de revenus, tous les services sociaux, la gestion des retraites, tout se fait sur Internet. Il n'y a plus de procédure papier, il n'y a plus d'accueil du public. Et on a 20% de la population qui est larguée, qui est illettrée numériquement. Donc on a un enjeu extrêmement fort d'aller vers ces gens-là et de les accompagner. Donc dès qu'on est en rapport avec le grand public, parce qu'on est une administration territoriale, parce qu'on est une PME, parce qu'on est un élu local, parce qu'on est tous, on a des familles avec des gens, jeunes ou moins jeunes, hein, c'est pas forcément les jeunes s'en sortent, les vieux sont nuls, c'est pas forcément ça. On a un vrai devoir de faire monter cette population en compétence et de faire monter la résilience générale de la population. Donc quand on fait des kits de sensibilisation, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous sensibiliser, vous, parce que je pense que vous êtes déjà assez sensibilisés. En revanche, nous, on va vous donner les outils pour aider votre entourage, pour faire passer ces conseils, ces principes de base dans votre entourage. Et donc, aujourd'hui, on va avoir, nous, un rôle très important et on consacre énormément d'énergie à travailler avec notamment les associations d'élus, les collectivités territoriales, les CCI, les antennes locales un peu partout pour travailler sur la dissémination de ces contenus. Donc je vais terminer un peu là-dessus. Je pense que j'ai un peu les 4 thématiques du kit. Il y aura un deuxième volet dans quelques mois. Donc là, on a commencé avec la sécurité des appareils mobiles, les mots de passe, le hameçonnage et la distinction entre usage personnel et professionnel. Ça, c'est un peu les 4 premières thématiques. On est à plus de 20 000 téléchargements aujourd'hui. Donc, si vous ne l'avez pas fait, vous êtes déjà has-been. Donc, il est temps de vous y mettre. Est-ce que je vais peut-être m'arrêter là parce qu'il faudrait un peu de temps pour les questions. Ça, j'en ai déjà parlé de l'observatoire. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, juste vous passer... pour vous montrer une petite vidéo qui est... alors, attendez, il faut que je bascule mon truc, là. Hop. Je vous passe juste une petite vidéo sur les mots de passe pour vous illustrer ce que ça peut donner. C'est pas ça. Et ensuite, je prends vos questions. Hop. Utiliser un mot de passe trop simple pour accéder à des services numériques, c'est comme vouloir sécuriser un coffre-fort avec une simple clé de boîte aux lettres. C'est plutôt risqué. Surtout si vous comptez utiliser la même clé pour verrouiller aussi votre voiture et votre domicile. Messagerie, banque en ligne, réseaux sociaux, si vous voulez éviter de vous faire pirater sur tous les fronts, utilisez des mots de passe suffisamment complexes et différents pour tous les services auxquels vous accédez. Et surtout, changez-les au moindre doute. Assistance et conseils pour votre sécurité numérique sur cybermalveillance.gouv.fr.
Je prends vos questions maintenant. Hop. Il y a la suivante. Ouais, parce que là, c'est en train de partir sur complètement autre chose. T'es un gamin? C'est pas moi, c'est pas mon ordinateur. Je ne joue pas à Fortnite. Voilà, je sais pas s'il y a des questions dans la salle. Il n'y a pas de questions? Si. Bonjour. On n'a pas parlé d'argent. Non. Vous n'aimez pas parler d'argent? Ah si, je peux en parler. Est-ce qu'on peut parler d'argent? C'est-à-dire pour être dépanné, est-ce que auprès d'entreprises, vous parlez de 1500 entreprises, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un deal? Est-ce qu'à chaque fois c'est du one-shot deal? Enfin, comment ça se passe? Ah oui, alors effectivement. Alors on le dit beaucoup dans le parcours de victime, mais j'en ai pas parlé là. La prestation d'assistance n'est pas gratuite. Vous imaginez bien malheureusement que ces prestataires ne font pas ça pour vos beaux yeux. Donc aujourd'hui, on leur demande, nous, de respecter un certain nombre de bonnes pratiques commerciales. Dans notre travail de remontée d'informations des prestataires, on essaye, et on va essayer de plus en plus, de leur demander de nous dire combien ils ont facturé aux clients, pour qu'on puisse avoir une idée de ce que ça coûte pour une victime de faire réinstaller son ordinateur suite à un rançongiciel ou ce genre de choses-là. Pour être très honnête, par exemple, si la Fédération française des assurances est très intéressée pour travailler avec nous, ce type d'informations les intéresse aussi. Si demain, ils veulent monter des offres d'assurance pour des PME, alors les particuliers, je pense que ça arrivera après, mais au moins pour les PME qui collent à la réalité, ils ont besoin de savoir combien ça coûte. On a tout à fait conscience que le travail qu'on fait là, va aussi structurer un peu le marché, la profession. On est en train de travailler aujourd'hui à la manière de définir un peu un premier niveau de reconnaissance pour les prestataires. Dedans, par exemple, si dans les critères, on peut imaginer d'avoir une grille tarifaire affichée, transparente, et puis petit à petit, on va pouvoir regarder ce qui se pratique, etc. Mais donc pour une victime, effectivement, quand elle va voir un prestataire, ce n'est pas gratuit. Le prestataire va lui faire un devis et la personne va payer. Ouais. Voilà. Bonjour. J'aurais une question. Moi, j'ai une association à but non lucratif et du coup, je connaissais pas du tout le dispositif de cybermalveillance et mine de rien, je trouve ça quand même assez intéressant. Est-ce que du coup, je pourrais imaginer mettre ça sous forme de widget sur mon site, par exemple? Alors, votre association, elle fait de l'assistance ou non, ça n'a rien à voir? C'est une communauté de passionnés, globalement. D'accord. Vous pouvez de toute façon, et puis c'est un peu l'objectif aussi de cette intervention que je fais, c'est renvoyer vers le dispositif oui, 1000 fois oui, utiliser les contenus 1000 fois oui aussi, les utiliser en les réintégrant à vos propres contenus aussi, c'est le principe d'une licence libre. Donc, en forme de widget, on n'est pas un widget, mais enfin, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, renvoyer dessus, oui. Et puis en faire la promotion et l'explication, oui, 1000 fois oui. C'est un service public, hein, donc vous renvoyez dessus. Oui, vous avez parlé de 1500 prestataires de répartis sur le territoire, donc on peut imaginer quand même que c'est un peu juste, notamment, enfin, on ne connaît pas la répartition territoriale, mais on peut imaginer qu'il y ait des zones qui ne soient pas forcément couvertes. Quelle pub vous faites ou comment on peut vous aider à renvoyer des prestataires vers vous? Alors, tout le territoire est couvert. On a un maillage. Alors, les prestataires, quand ils se font référencer chez nous, annoncent disent moi je peux intervenir sur un rayon de 10, 15, 20, 50, 100 km. Donc officiellement, tout le territoire est couvert, y compris les départements d'outre-mer. Maintenant, effectivement, la densité, elle est très très variable. Dans les grandes villes, il y a beaucoup plus de gens. Dans les zones très rurales, c'est un peu plus compliqué. On a fait une première campagne de recrutement, on va dire, de prestataires au démarrage du dispositif. On a beaucoup travaillé avec les services du ministère de l'économie et des finances, la Direction générale des entreprises, pour aller toucher ces réseaux-là. Aujourd'hui, on va avoir besoin effectivement de repartir région par région et puis d'aller
regarder quelle est la couverture. Alors on espère pouvoir travailler avec nos collègues de l'ANSSI et notamment les délégués régionaux comme Renaud pour faire ce travail-là. C'était pas notre priorité de ces derniers mois parce que notre première priorité c'était lancer la plateforme, donc on avait recruté des prestataires. Ensuite là on a fait un gros travail sur les contenus de sensibilisation. Là on fait un travail sur la V2 de la plateforme et au moment de ce passage à la version 2 de la plateforme, on va modifier pas mal de choses pour les prestataires, donc on va là recommencer à recruter. Et comme on commence à être un peu plus connu qu'il y a un an, heureusement, on espère que ça va nous aider, mais de toute façon, quand on va relancer ce recrutement de prestataires, on va essayer de passer par les structures régionales, que ce soit CCI, CPME, les collectivités. Je pense qu'on va pas mal travailler là-dessus. Et après, je ne sais pas ce que vous faites dans la vie, donc je ne sais pas comment vous pouvez nous aider. Mais en tout cas, si vous connaissez des prestataires de remédiation, n'hésitez pas à les envoyer pour voir si ça les intéresse d'être référencés. Eh bien, super. Ouais. Eh bien, donc vous êtes un super interlocuteur pour nous aider. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Alors la question, je la répète pour ceux qui étaient loin, c'était qu'est-ce qu'on compte faire pour aider les collectivités territoriales à sensibiliser le grand public. Alors j'en parle en minimisant un petit peu parce que c'est vraiment des sujets qui sont en cours. Aujourd'hui, moi j'ai fait un peu la tournée des associations d'élus, associations des départements, etc. au printemps dernier. Et puis là, je travaille plus précisément avec certains d'entre eux, un petit panel représentatif, pour travailler sur plusieurs sujets. Un premier qui est le partage d'outils de sensibilisation. En fait, tout le monde fait ses petites fiches de sensibilisation et en fait, on réinvente la roue tous les jours. Donc l'idée, ce serait d'abord de mettre ça en commun. Et donc ça peut donner des idées à des collectivités en puisant ce qui se fait chez les autres. Nous, on va aussi encourager le partage sous des licences ouvertes pour que ce soit plus facilement diffusé. Et puis nous, ce qu'on fait, par exemple, ça peut servir à nourrir des contenus locaux. Donc ça, c'est une première manière d'aider. La deuxième manière d'aider, elle est aussi de travailler auprès des élus. Et que des élus parlent aux élus. On se rend compte qu'il n'y a jamais meilleur avocat que celui qui est concerné. Et aujourd'hui, c'est pas toujours simple pour l'État de dire aux élus vous devez faire ça, etc. Alors que si ce sont des élus un peu plus sensibilisés à la question qui vont parler à leurs collègues en disant je pense que c'est important qu'on prenne tous notre responsabilité sur la sensibilisation de nos personnels, sur la réduction de la fracture numérique, etc. Ça peut passer mieux, donc on travaille là-dessus aussi. Et le troisième point sur lequel on travaille, c'est à identifier quels sont les postes les plus sensibles, les plus au cœur de toutes les questions dans les collectivités. On a commencé à identifier les directeurs généraux des services, les secrétaires de mairie dans les communes rurales, etc., qui ont finalement accès à la signature électronique du maire, à l'état civil, à plein de services, et qui sont en général pas du tout formés à ces questions-là, et de se dire comment est-ce qu'on fait pour les faire monter en compétences, soit en travaillant avec le CNFPT pour la formation continue des agents de la fonction publique territoriale, soit en travaillant sur des contenus directement diffusables à ces personnes-là. Donc aujourd'hui, on travaille plutôt en petits groupes, mais avec des personnes représentatives, et on réfléchit à des actions très ciblées, mais qui peuvent
très concrètement changer les choses. Et puis, une fois qu'on aura fait ça, on se remettra, on évaluera ce qu'on a fait, on regardera si ça marche pas. Qu'est-ce qu'on fait dans le chantier suivant? J'ai pas donné trop de chiffres sur la taille du dispositif, mais on est une toute petite équipe. Donc, on fait les choses les unes après les autres et on est déjà très très chargé. Donc, on essaye d'être assez raisonnable sur ce qu'on fait, de se donner des objectifs atteignables. Voilà. Bonjour, merci pour la conf. Donc moi je travaille à la MAE et on a un contrat qui protège le cyberharcèlement, qui assure. Et on se rend compte que souvent les victimes se sentent vraiment désarmées par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que vous proposez des outils, quelque chose pour aider ces gens-là? Parce que nous on voit vraiment quand ils arrivent chez nous, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe, comment? Alors le cyberharcèlement, c'est un des points compliqués. Nous, jusqu'à présent, on ne traitait pas le cyberharcèlement parce que souvent, ça n'utilise pas vraiment d'outils particuliers. On est dans une forme de harcèlement. En général, le cyberharcèlement, il est fait par des proches. On a de plus en plus de cas de violence conjugale par voie numérique aussi. Alors vous, peut-être, vous pensez plus aux jeunes, mais on a de l'utilisation d'outils numériques d'espionnage du smartphone, ce genre de choses-là qui poussent à du harcèlement, ou alors simplement du harcèlement sur les réseaux sociaux. Nous, on est au départ, c'est pas notre rayon, mais on se rend bien compte qu'on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, parce qu'on a beaucoup de victimes qui viennent et qui nous parlent de ça. Alors, dans les associations qui travaillent sur le sujet, on a e-enfance, pour tout ce qui est jeunesse. Pour le reste, on est en train de réfléchir. On a fait un sondage de satisfaction sur notre kit de sensibilisation, par exemple, et un des sujets qui nous a été fortement suggéré, c'est la gestion des réseaux sociaux. Alors ça veut un peu tout et rien dire. Est-ce que ça veut dire gérer sa réputation personnelle en ligne? Est-ce que ça veut dire la sécurisation des réseaux sociaux? Est-ce que ça veut dire... moi j'ai vu l'autre jour une victime qui a eu un souci parce qu'elle s'est fait piquer son compte Facebook avec lequel elle s'était authentifiée sur des comptes où elle avait enregistré son numéro de carte bleue. Donc on est dans du réseau social, mais alors un peu déporté. Donc il faut qu'on affine un petit peu ce qu'on peut faire. Mais oui, c'est un sujet qui est majeur. Alors pour les adolescents, mais pas que pour les adolescents. Et de plus en plus, on a des problématiques autour des violences conjugales et du cyberharcèlement. Ça devient une arme dans les violences conjugales. Donc on va probablement travailler au moins sur des fiches pratiques dessus. Bonjour et merci. Étant étudiant dans l'informatique, ça nous arrive de voir des notions de cybersécurité. Et je voulais savoir si vous aviez pour projet de faire disons une vision plus réelle de tous ces thèmes que nous on aborde en théorie et sans pratique. Par exemple, vous avez montré celui avec les clés pour les mots de passe, etc. Ou même le phishing, on en a entendu parler, mais on n'a pas d'exemple concret dans la vie de tous les jours sur comment ça pourrait arriver à un utilisateur lambda. Vous voudriez avoir des mises en situation ? D'accord. Alors ça fait partie aussi des choses qui sont remontées dans notre sondage de satisfaction. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on va mettre en place d'une manière ou d'une autre. Aujourd'hui, on a assez peu de victimes qui veulent bien témoigner. C'est toujours mieux quand c'est une vraie victime qui témoigne, mais elles ne sont pas très fans pour le faire. Vous pouvez chercher, il y a eu un reportage sur TF1 il y a un mois qui parle d'une viticultrice qui s'est pris un rançongiciel et qui a en plus à payer la rançon et qui n'a pas récupéré ses données. Et après, il y a des interviews de personnes de l'ANSSI et de cybermalveillance. Mais il y a assez peu de victimes. Donc, nous, aujourd'hui, on cherche des victimes. On commence à en trouver un petit peu pour témoigner, pour raconter un petit peu ce qui se passe, faire des vrais cas de situation. Sinon, probablement, on fera du contenu dans les conditions du réel. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une bonne idée de comment ça arrive, ce genre de choses-là. J'ai navigué sur, par exemple, les arnaques aux faux supports techniques sont beaucoup sur des sites de streaming.
Donc, mais aussi, ça peut arriver sur d'autres sites. Hein, mais moi, j'en ai pris une sur le site d'un élu, donc bon, d'un député. Mais comme quoi. Mais souvent, c'est sur des sites de streaming ou autres. Et beaucoup de sites porno, donc les gens ont honte et du coup n'en parlent pas. Et donc ouais, on peut nous faire des mises en situation là-dessus. Sur les mots de passe aussi, sur tout ça, on va le faire. Ouais. Il y en a une au fond aussi. Je reviens sur l'exemple de la CAF qui devient XW42, tout ça. On a tous eu, sûrement dans cette salle-là, l'exemple de devoir expliquer à sa grand-mère, c'est-à-dire pour expliquer juste ça, il faut déjà savoir ce que c'est qu'une URL, savoir ce que c'est qu'un navigateur, savoir qu'un logiciel qui reçoit le mail, c'est pas le même que celui qui ouvre le... Enfin, on sent bien, nous c'est de la culture générale, mais pour les 20% que vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment extrêmement difficile. Il faudrait 1, 2, 3 journées pour tout leur expliquer, l'écosystème de l'informatique, et pour qu'ils comprennent et ils ne se fassent pas avoir. Est-ce qu'il y a quelque chose prévu aussi pour que les gens soient éduqués à la base, c'est-à-dire comme la sécurité routière dans les écoles et très tôt? Merci. Je fais mon sport de la journée. Alors ça tombe bien votre question parce que du coup ça me permet de parler d'un projet qu'on est en train de mener avec... alors c'est quelque chose qui ne se passe pas sur notre plateforme, mais ça tombe bien, on n'est pas les seuls au monde. On est rentré en contact avec une plateforme qui s'appelle Pix.fr, je ne sais pas si vous connaissez. Qui est au départ une start-up d'État. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une start-up d'État? C'est une start-up, ça fait un peu soviétique, mais c'est une start-up qui monte donc un projet de start-up, mais dont le seul objectif est le service public. Voilà, c'est un peu l'idée. Et Pix, donc c'est monté il y a 2-3 ans. Il y a aujourd'hui quasiment 80 personnes qui travaillent là-bas, donc ça marche très très bien. Et c'est une plateforme d'évaluation des compétences numériques. Demain en septembre 2019, ils vont remplacer dans tous les collèges-lycées le B2I, si vous avez passé ça. Qui était un petit peu dépassé sur ouais, ça réagit un peu. Moi, j'ai pas passé le B2I parce que je suis trop vieille. Nous, on avait juste rien. Et donc, Pix, c'est une plateforme qui fonctionne donc avec plein de compétences où il n'y a pas du tout que la sécurité. Il y a je mets du contenu en ligne, je sais ce que c'est que des données personnelles, je suis capable de gérer la consultation d'un site internet, c'est quoi la navigation, c'est quoi un navigateur, un système d'exploitation, ce genre de choses. Et en fait, c'est une approche par la validation de compétences. Donc il y a plusieurs sujets, plusieurs niveaux, et on a des petites questions, des petites mises en situation, etc. Si vous ne savez pas répondre, ou si vous dites « je passe la question », vous avez un contenu pédagogique qui vous explique ce qu'il y avait dedans. C'est plutôt bien fait. Nous, on est allés les voir pour travailler sur la partie sécurité, et on fait toute la partie sécurité avec eux. Donc, on a repris toutes les questions avec eux, donné tous les contenus pédagogiques, et soit c'est des trucs qui sont faits chez nous, faits par l'ANSSI, faits par d'autres, mais on part de la base. Et on monte. Et donc, on a tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'une URL? Qu'est-ce que c'est qu'un site sécurisé? Est-ce qu'on peut dire que si on a un cadenas, c'est bon pour faire un paiement? Bah, pas forcément. Et on monte comme ça de niveau en niveau, d'un niveau ultra basique à un niveau, c'est pas expert, mais un niveau où on peut considérer qu'on est compétent pour utiliser le numérique dans un cadre professionnel. On n'est pas un expert dans sécurité informatique du tout, mais enfin, on est capable de faire des choses intéressantes. Et donc, cette plateforme-là, elle fonctionne comme le TOEFL. Vous n'avez pas oui ou non. C'est pas vous avez votre niveau, vous l'avez pas, mais c'est vous avez un nombre de points sur la plateforme. Du coup, vous pouvez y revenir 50 fois. Du coup, votre grand-mère, si elle en a marre, vous revenez le lendemain. Et ça s'adresse aux élèves, mais aussi à tout ce qui est formation professionnelle et aux adultes et tout ça. J'en parle parce qu'on a testé, on a trouvé ça plutôt bien foutu. Et il y a aujourd'hui 20% des établissements scolaires qui le testent, donc ça va être généralisé l'année prochaine. Je vous invite à le faire pour vous tester. C'est pas toujours si simple que ça. Et notamment dans les niveaux 5, 6, quand ça commence à monter, c'est pas si simple. En tout cas, ça force à réfléchir et ça reprend dès la base. Donc c'est un très bon outil que nous, on va promouvoir. Eux renvoient vers nous aussi. Et c'est une bonne manière justement de réintégrer la sécurité dans l'ensemble des compétences numériques. On n'a plus de temps.
Merci à tous. J'espère que vous allez partager ce dispositif et ses contenus autour de vous. Merci.